le sujet, c'est essayer de motoriser votre télescope pour le rendre capable de faire de la photographie astronomique. Ça, c'est utilisable, mettons, pour quelqu'un qui aurait une monture et qui ne serait pas déjà adapté à la photographie astronomique. Et le but, ben, c'est d'ajouter la motorisation, c'est-à-dire des pièces mécaniques, puis un contrôleur. Disons que ces pièces-là, évidemment, il faut être capable de les trouver. Et puis, pour les pièces mécaniques, il y a une multitude d'entreprises qu'on trouve sur Internet. Et ça donne que, pas loin d'ici, à Saint-Janvier, il y en a une des plus grosses au monde qui s'appelle RoboShop, qui vendent toutes sortes de pièces pour les amateurs de robotique éducative. C'est utilisé, mettons, dans les écoles pour l'introduction à la programmation, à la robotique. Ils vendent, comme vous voyez ici, là, ici c'est un petit appareil qu'on appelle un contrôleur Arduino, qui est utilisé par des amateurs de robotique qui utilisent un langage simplifié pour la programmation. Puis ça aussi, ça peut être utilisé, mettons, dans les écoles secondaires pour l'initiation à l'informatique et à la robotique. Ils vendent aussi, évidemment, toutes sortes de choses, là, des pièces mécaniques, des jouets même pour les enfants, là, pour apprendre à faire fonctionner des petits robots. Ils vendent aussi des robots grandeur nature, des robots industriels, des drones, puis même des tondeuses à gazon robotisées là, pour les paresseux. Ouais. Il y a aussi, évidemment, ce qu'on a besoin pour être capable de motoriser un télescope. Il y a la partie du contrôleur qui utilise des pièces électroniques, des composants électroniques. Il y a beaucoup d'endroits où on peut se les procurer. Moi, je les procure chez DJK.ca, c'est au Canada. Tu commandes le mercredi, là, puis le jeudi, le lendemain, tu les as déjà chez vous, les pièces. C'est très pratique. Donc, il y a toutes les sortes de pièces. Maintenant, j'ai parlé tantôt du petit contrôleur Arduino qui est utilisé pour l'introduction justement à la robotique. C'est qu'il existe sur Arduino, c'est non seulement un petit contrôleur, mais c'est une communauté avec énormément très documenté, il y a des tutoriels, il y a des blocs, c'est open source, c'est-à-dire que, évidemment, le petit contrôleur, tu l'achètes, c'est pas cher, c'est 20$. Il y a toutes sortes de circuits qui vont avec ça, qui peuvent contrôler des moteurs, des capteurs de température, des machines pour faire de la musique, tout ce que vous voulez. Il y a des amateurs de ça, des bricoleurs ou des patenteux. En anglais, eux autres, ils appellent ça des makers. Et j'ai décidé finalement que ça serait peut-être une bonne idée de partir de cette base-là pour voir si ça serait possible de faire un genre de kit ou au moins être capable de motoriser des télescopes à partir de quelque chose comme ça qui existe et qui est assez facile à trouver. Puis, comme premier exemple, je vais prendre une petite monture qui appartient à Pedro ici. C'était une monture initiale. On la voit ici. Bon, c'est un EQ3. Initialement, cette monture-là contenait juste, comme l'image en plus gros ici, là, un moteur pas à pas. Et puis, pour la déclinaison, c'était une roulette manuelle. Et puis, il y avait un petit contrôleur dessus. Tout ce que cette monture-là était capable de faire, c'est qu'il fallait prendre le télescope, viser l'objet le plus proche possible, là, trouver l'objet manuellement. Une fois que l'objet est trouvé, on barre les axes et on peut faire un petit peu de correction parce que le moteur pas à pas est capable de faire du tracking, de suivre l'objet, mais de faire des corrections jusqu'à une vitesse maximum de 8x, puis une fois la vitesse sidérale. Tout ce que ça permettait finalement, c'était de centrer l'objet un peu dans le champ de vision. Ça ne permettait pas de faire des go-to, de passer d'un objet à l'autre dans le ciel.
ou de faire de la photographie astronomique longue pause là, en faisant de l'autoguidage. Donc, j'ai pris justement les pièces dont j'ai parlé tantôt et sur la monture, ben, il y a deux choses qu'il a fallu installer. Premièrement, il a fallu installer un moteur dans l'axe de déclinaison. Il n'y en avait pas. Pour le moteur d'ascension droite, on a conservé le même, le moteur pas à pas, et une boîte de contrôle pour contrôler ces deux moteurs-là. Dans le contrôleur, ici, il y a tout ce qu'il faut maintenant pour être capable de faire de la photographie à longue pause. Vous avez deux connecteurs. Bon, un connecteur ici pour une mini-manette. Et ce qui est intéressant, c'est le connecteur qui est ici, un connecteur ST4 qui peut se connecter avec une caméra d'autoguidage comme la Orion SSAG. Donc, on est capable de faire des pauses à longue exposition. Pour le moteur de déclinaison, ben, c'est un petit moteur acheté chez RoboShop. Enfin, toutes les pièces qui sont là sont achetées chez RoboShop. Les pièces électroniques, c'est chez DigiKey, y compris ici là, les connecteurs électroniques. Et ben, ici, vous avez une photo des pièces, toutes les pièces que ça prend pour ajouter sur le moteur de déclinaison de la petite monture Q3. Ici, partiellement monté. Bon, la roue principale ici, c'est la roue de déclinaison, 84 dents, puis un pignon ici de 20 dents. Fait que, il faut que... Le moteur, vous voyez ici, bon, c'est un moteur DC, avec un encodeur. L'encodeur envoie 64 impulsions au système pour dire où ce qui est rendu par tour du moteur. Puis il y a une boîte de réduction dans le moteur ici de 131X. Donc il faut que le moteur tourne 131 tours pour que le pignon ici tourne un tour. Puis avec la roue de 84 dents puis la roue de 20 dents, ben, c'est encore démultiplié par 4.2, 84 divisé par 20. Une fois monté, ben, c'est ce que ça donne. Bon, évidemment, ce télescope-là, juste pour dire, l'engrenage de déclinaison, il y a 66 dents et il mesure même pas 3/4 de pouce de rayon. 1 pouce et 3/8 de diamètre. On se demandait même si ça serait possible de faire de l'autoguidage avec un si petit worm gear, là, engrenage qui est sur l'axe de déclinaison. L'engrenage qui est sur l'axe d'ascension droite, lui, il a 120 dents, il mesure 2 pouces et demi. Bon, ici, c'est la liste des pièces que ça prend. Bon, j'ai fait une liste. Évidemment, éventuellement, sur mon site web, je vais tout mettre ça pour différents modèles de télescopes. Donc, pour le Q3, ben, ce que ça prend pour l'axe de déclinaison, c'est la liste des pièces. Vous voyez, ce qui coûte le plus cher, c'est le moteur. Évidemment, c'est en US. Et si vous ajoutez toutes les pièces ensemble, ça revient à 81 US. Ça, c'est le moteur. Ça ne comprend pas, évidemment, la boîte de contrôle électronique. Mais avant d'être capable de choisir des pièces, il faut savoir, bien, calculer, là, pour que ça marche à la bonne vitesse sidérale et que mon télescope tourne à la bonne vitesse quand je veux faire des go-to. Mettons, quelle grosseur d'engrenage que ça prend, quelle démultiplication, la boîte de réduction du moteur, quelle doit être sa réduction, parce que sur le site de RoboShop, ils vendent plusieurs modèles de moteurs avec toutes sortes de boîtes de réduction différentes que vous pouvez choisir. Ils vendent aussi un grand nombre d'engrenages, de modèles d'engrenages. Donc, vous avez des choix. Pour ça, moi, j'ai fait une petite application qui s'appelle Sky Picket Motor Tester Tuner. Bon, c'est en anglais parce que ça va être pour tout le monde sur Internet dans le monde entier. Là-dedans, tu rentres tes valeurs, là, le nombre de dents, des engrenages, la réduction du moteur, le nombre de pas par tour pour l'encodeur. Et quand tu pèses sur le bouton Calculate, ben, ça te dit, mettons, pour que le moteur tourne à la vitesse sidérale, bien, ça dit ici que ça prend 138 points quelque chose, là, micro-step par seconde, etc. Pour le moteur. Ça, c'est pour le moteur le stepper. OK, c'est le moteur original.
Bon, donc lui, il faut que j'envoie 138 microsteps avec... il est ajusté ici là, à 16 microsteps par step. Puis là, ben, ça me donne les vitesses différentes, quel est le nombre de microsteps maximum, puis la vitesse maximum que le moteur peut tourner, ça me le dit aussi, là, à quelle vitesse, le nombre maximum de microsteps avant que le moteur débarque. Mais ce qui est le fun avec ça, que le moteur original de déclinaison, qui au début, sur cette monture-là, était capable de faire seulement 8x sidéral, c'est-à-dire juste faire un petit déplacement pour faire des corrections, le déplacer dans le champ. Là, maintenant, il est capable de faire du go-to avec une vitesse de, évidemment, on ne peut pas tout avoir, mais au moins c'est 1/2 degré par seconde. Ça se déplace, tu sais. C'est-à-dire que dans une minute, il fait quand même 30 degrés. Donc, on est capable de faire des go-to. OK, le moteur DC, c'est le même principe, mais là, c'est un nouveau moteur. Là, c'est là qu'il faut faire les calculs pour choisir les bons engrenages avec le bon moteur. Et ici, ben, ça me donne un moteur, pour un moteur DC que j'ai ajouté sur l'axe d'ascension droite. Là, j'ai plus de choix parce qu'un moteur DC avec une rétroaction, avec un encodeur optique, ben, c'est pas un encodeur optique, c'est un encodeur FAL qui fournit à peu près, bon, ça donne moins de comptes par tour. L'avantage d'un moteur DC par rapport à un moteur pas à pas, c'est qu'un moteur DC, il y a une plus grande gamme de vitesses. C'est-à-dire la différence entre le rapport entre la vitesse minimum qui peut aller et la vitesse maximum est plus grand. Avec un moteur comme ça, ben, je peux aller, là, bon, je peux faire du tracking. La vitesse, bon, les valeurs, c'est pas trop grave, là, mais ce qui est important, c'est de dire que ce moteur-là, il peut faire plus qu'1 degré par seconde. Ça veut dire finalement, ben, là, ce qui arrive avec le télescope, comme on a choisi le moteur original pour l'ascension droite et un nouveau moteur pour la déclinaison, bien, les go-to vont plus vite en déclinaison. Autrement dit, quand on fait un go-to, le télescope arrive en déclinaison avant d'arriver. Il faut attendre un petit peu après ça qu'il arrive en ascension droite parce que le moteur va moins vite. Il aurait fallu changer les deux moteurs, mais ce n'était pas nécessaire parce que quand même, 30 degrés par minute, là, on peut attendre un petit peu quand on se place sur un nouvel objet. Ici, c'est l'intérieur de la boîte de contrôle. Bon, vous savez, le circuit qu'on voit ici, là, le Arduino, le fameux circuit utilisé par les bricoleurs là, dans la communauté Arduino. Vous avez sur le circuit Arduino justement un connecteur USB qu'on connecte sur l'ordinateur pour envoyer les contrôles. Et puis les deux autres plaquettes, la bleue, c'est pour le contrôleur de moteur en ascension droite, le moteur pas à pas. La verte, c'est le contrôleur de moteur de déclinaison. Ça, c'est des circuits que j'ai fabriqués, qui moi-même, puis qui j'ai rendu compatibles là, avec le circuit Arduino. Bon, vous avez ici une autre image du prototype. En réalité, le télescope de Pedro, c'est un prototype. C'est le premier. Ce qu'on voit, ben, on voit l'ensemble pour faire des tests avec les deux moteurs collés là-dessus. Ce qu'on remarque aussi, c'est le spaghetti de fil, là. Même que ça a été difficile de fermer la boîte. Donc, il y en avait, il fallait quasiment s'asseoir dessus. Là. Bon, mais j'ai réglé ce problème-là. Vous allez voir un peu plus loin comment j'ai fait là, pour la deuxième version. Et ce qui est intéressant ici, c'est les résultats. Bon, avec PhD Guiding, bon, on a connecté le télescope avec PhD Guiding, une lunette guide. Pedro voulait prendre des photos au moins avec un télescope de 600 mm. Enfin, c'est un 80 ED, là, f7.5, 600 mm de focale. Et il a mis dessus une petite caméra guide de 250 mm de focale avec un Orion Starshoot Autoguider. Bon, avec les pixels du Starshoot, c'est 5,2 micromètres. Et en faisant le calcul, on trouve qu'un pixel de 5,2 micromètres à la distance focale de 250 mm, ça donne 4,29 secondes d'arc. Et ce qu'on obtient avec les résultats avec PhD Guiding, bien, vous avez en haut, là, chaque division verticale, c'est 4,3 secondes d'arc. Mais on voit quand même que, aussi bien en ascension droite qu'en déclinaison, la courbe que vous voyez là, pendant 100 secondes, c'est quand même pas pire. Là, ça se tient bien en dedans, puis ça donne un RMS, un écart type de 0,21, c'est-à-dire 0,90 secondes d'arc.
Ça veut dire que selon les calculs, là, si les mesures sont réparties de façon aléatoire normale, là, que 68 des mesures seraient en dedans de 0,9 secondes d'arc de rayon, et puis 95 des mesures en dedans de 1,8. Autrement dit, ça veut dire que la majorité de l'étoile est en dedans d'à peu près 3 secondes d'arc et demi, ce qui équivaut à peu près à la turbulence. C'est pas si pire. Pour un petit télescope comme ça, n'oubliez pas, là, avec un engrenage de déclinaison de 1 pouce et 3/8, 60 incidents. Je crois que ce qui a compensé pour l'engrenage, le petit de la déclinaison, c'est le fait que j'ai mis une grosse roue, un gros engrenage de 84 dents qui fait tourner la vis sans fin, là, la worm, en déclinaison. Donc, probablement que ça a beaucoup aidé. Et finalement, le résultat qu'on obtient, ici, vous avez la première photo qui a été prise par Pedro, c'est-à-dire 9 pauses de 240 secondes, 4 minutes. Bon, pas de dark, pas de flat, c'était juste un test là, sur la double de Persée. Fait que vous voyez quand même que les étoiles sont quand même assez rondes. On ne voit pas d'erreur de guidage. Ça veut dire que finalement, le résultat est bon. Le petit télescope EQ3 est bon pour faire de la photographie longue pause dans le champ, parce que le but, c'était justement de le transporter à l'extérieur, étant donné que c'est un instrument très, très portable. Il est ici en avant, d'ailleurs, ça a été facile. Et on peut aller avec un petit laptop, se mettre à côté ou dans la voiture, puis aller prendre des photos dans un ciel noir. Ici, vous avez la même photo. Là, j'ai agrandi beaucoup le centre, juste pour montrer que les étoiles sont quand même assez rondes. Et puis une autre photo de gamma du cygne, prise cette semaine aussi, là, avec le même instrument. Grandeur nature. Hein? Il y a 3 jours, oui. Bon, c'est ça. Maintenant, deuxième exemple, là, c'est une monture que j'ai achetée usagée sur le site des petites annonces de la fac. C'est une Losmandy G11 de première génération, mettons 1996. Là. Mais comme elle a une bonne réputation, je l'ai achetée, je me dis. Et puis, bon, elle avait peut-être. Bon, je vais vous montrer, disons, original. Ce qu'elle avait, cette monture-là, moi, je voulais faire de la photographie astronomique avec, mais la monture n'était pas capable d'en faire. Premièrement, elle avait des moteurs pas à pas qui ne pouvaient pas aller plus vite que 16X sidéral, donc pas moyen de faire des go-to. Et la boîte de contrôle qui est en dessous, là, sur le trépied, c'était le modèle le moins cher, c'est-à-dire moins cher. Pour des Losmandy, moins cher, ça veut dire quand même cher. Ouais. C'était... il n'y avait pas d'entrée pour mettre une prise d'autoguidage, des choses comme ça. Donc, c'était pas possible. Je l'ai acheté quand même. Moi, je m'en fous, là. Les montures, je les achète. Puis, de toute façon, l'électronique qu'il y a dedans, c'est pour changer. Fait que j'étais bien content que ce n'était pas possible. Et puis ici, vous avez la même monture rafistolée. Donc, sur la photo de droite, vous avez le nouveau contrôleur avec tout ce qu'il faut. Là, en haut, vous avez une prise pour l'autoguidage, une prise pour une manette qui est semblable d'ailleurs à celle sur le petit télescope de Pedro. Puis vous avez des différents boutons pour ajuster le tracking lunaire sidéral si le télescope était utilisé de façon autonome. Mais dans mon cas, c'est pas ça. Mais je l'ai mis quand même parce que il fallait que je fasse des essais comme si ce n'était pas juste à moi, parce que je développe un projet qui pourrait peut-être servir à d'autres. Et sur la photo de droite, vous avez justement les 2 nouveaux moteurs, qui sont des moteurs DC, des moteurs courant continu avec un encodeur et des roulettes assez grosses, donc ça donne normalement plus de précision sur les axes des vis sans fin de l'ascension droite et de la déclinaison. Ici, c'est les pièces utilisées. C'est des genres de mécanos, ça, la compagnie Actobotique, qui sont disponibles chez RoboShop. C'est des mécanos modernes, là. On achète ça, on assemble ça. Il y a des vis. Je ne sais pas s'il y en a dans l'ancien temps, quand ils étaient jeunes comme moi. J'avais eu mon premier mécano numéro 1, ensuite mon mécano numéro 2.
Bon, c'est comme ça que j'ai appris à utiliser des engrenages puis toutes sortes de petites pièces. Donc, vous avez les deux roues, la grosse roue de 80 dents qui va être placée sur les arbres des vis sans fin. Il y en a deux pareils comme ça. Là. Ça, c'est chaque axe. Et le petit pignon de 16 dents. Donc, les roues, ça fait une démultiplication de 5. Quand la petite roue doit faire 5 tours, celle qui est après au bout du réducteur du moteur, pour que la grosse en fasse 1. Et il fallait aussi faire un peu de petits zigonnage manuel. Là. C'est parce que pour que le moteur fit, puis que le tout aussi fit sur la monture, il a fallu scier un petit peu, là où il y a des petites lignes rouges. Il a fallu aussi ajouter une plaque d'aluminium, qui est une partie d'une barre d'aluminium achetée chez Renault Dépôt. Donc, scié, percé avec une perceuse verticale, puis limé. Et les deux trous que vous voyez, les deux plus gros trous, là, à gauche et à droite sur la plaque d'aluminium, c'est les trous des vis qui rentrent dans les places déjà présentes sur la monture de l'Osmandy, là, pour fitter. Autrement dit, l'idée, quand on fait des modifications comme ça, c'est d'essayer de ne pas trop maganer la monture, pas faire des nouveaux trous, limer, scier la monture qui existe déjà, parce que si jamais vous voulez la vendre, bien, au moins, elle n'est pas trop laite. Bon. Ici, ben, c'est les deux moteurs montés, deux pareils. Fait que ce que vous voyez, bon, oui, on le voit. Bon, ici, ben, dans le milieu, vous avez le moteur lui-même. À l'autre bout, ici, vous avez l'encodeur à 64 impulsions par tour. C'est des moteurs à rétroaction. Hein? L'encodeur envoie au contrôleur, ça dit au contrôleur où est-ce que le moteur est rendu. Et vous avez ici en avant la boîte de réduction. Ici, c'est 30X. Donc, ça fait tourner ici le petit pignon qui fait tourner la grande roue. Puis là, ici, ça s'en va sur l'axe de la vis sans fin, la worm là, de chacun des arcs. Ici, c'est un coupleur flexible. Il faut toujours mettre des coupleurs flexibles quand on ajoute des choses sur des axes, parce que si jamais c'est le moindrement désenligné, ça risque d'abîmer vos pièces originales. Puis des worm gears d'Osmandy, mais ils ne les donnent pas. Là, on essaye de ne pas trop maganer les pièces. Et ici, c'est la même chose. Bon, avec mon application qui va être disponible. Là, tout ça, ça va être sur un site, puis ça va être open source, gratis. C'est ce que j'ai envie de tout mettre cet hiver, là, pour ceux qui voudraient faire des calculs comme ça. Bon, ma roue, le premier en haut, c'est le nombre de dents des roues, des worm gears, là, sur les deux axes, 360 dents. C'est des roues pas pires, là, plus que 5 pouces et demi. Bon, la réduction du moteur, le nombre d'impulsions par tour pour l'encodeur, etc. Puis la vitesse maximum du moteur en RPM quand on met 12 volts dessus, au voltage maximum. Donc, on appelle ça la vitesse nominale. Quand on paye sur Calculate, mais là, ça me donne les valeurs qu'il faut que j'envoie. Mettons 40 points quelque chose, là, impulsions par seconde, pour que le moteur tourne à la vitesse sidérale. Le moteur, bien ici, il est capable de tourner à plus qu'1 degré par seconde, donc je suis correct pour faire des go-to. Maintenant, comme mon but, moi, c'est de travailler comme je fais depuis 6 ans là, avec mon RCX 400. Enfin, j'ai décidé de faire ce projet-là parce que j'avais fait quelque chose de semblable sur un télescope Meade RCX 400 qui était très beau, excellent, mais que l'électronique a pété. La solution, c'était d'envoyer le tout chez Meade par transport, juste 1000$ pour le transport, puis me revenir, puis pas sûr que ça marche. Donc, j'ai tout jeté dans les poubelles, l'électronique, j'ai tout recommencé, puis ça va bien. Depuis 6 ans, j'ai pris des très bonnes photos qui sont sur mon site pour ceux qui voudraient les voir. Et ça m'a encouragé. Je me suis dit, bien, excepté que ça, c'était fait avec du matériel qui n'était peut-être pas facilement reproduisable par d'autres. C'est pour ça que j'ai décidé de recommencer en me basant sur les circuits disponibles dans la communauté qui s'appellent les circuits Arduino. Là, ben, ce que je voulais contrôler à distance, en même temps, ajouter ça au système, c'était le foyer, la mise au point du porte-oculaire. Parce que mon télescope est dehors, puis moi, je le contrôle à partir de la maison, là, avec TeamViewer. Fait qu'ici, vous avez le bout du télescope. Ce que j'ai fait, regardez, bon, c'est un David Levy, là, Comet Hunter, un 6 pouces f4.8,
Maksutov-Newton. Autrement dit, c'est comme un Newton, mais avec moins de coma. Ici, vous avez la roue démultipliée, là, la mise au point. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour faire quelque chose de contrôlé à distance avec un moteur? Bien, là, j'ai remarqué que c'est le fun ici. Juste là, il y a le support pour un viseur. Donc, j'ai décidé que j'installerais le moteur sur ce support-là. Et là, ben, en faisant des calculs, tout ça, avec mon application, là, moteur tuner, bien là, j'ai trouvé les bons moteurs, les bonnes pièces que ça prendrait. Et ici, bien, vous avez les pièces avant qu'elles soient montées. Toujours la même chose, hein, des petites pièces de mécano avec des moteurs. Ici, au lieu d'être des engrenages, c'est des poulies avec une courroie. Vous allez voir pourquoi. Ici, vous les avez partiellement montées. En réalité, la poulie, la grosse poulie, c'est une poulie de 34 dents. La petite poulie, c'est une poulie de 18 dents, celle qui est sur le moteur. Puis vous avez un connecteur pour connecter sur le fil qui s'en va à la boîte de contrôle. Et ici, dans mon logiciel, là, moteur testeur tuner, en réalité, il faut essayer des valeurs avec des poulies, puis finir par trouver que, bon, ça me dit que j'ai 2880, en pesant sur Calculate, là, 2880 points quelque chose, là, impulsion, pour que mon porte-oculaire se déplace de 1 mm. En réalité, en haut, c'est qu'on mesure avant, là, à la main, en tournant le petit bouton avant de faire la modification, on tourne le bouton du porte-oculaire, puis là, on calcule combien il faut faire de tour du bouton pour faire déplacer le porte-oculaire de 10 mm. Puis avec le télescope, là, David Levy, mais c'est le fun parce que le porte-oculaire, c'est un Crayford, puis dessus, il y a des graduations au millimètre. Fait que je tourne jusqu'à temps que ça avance de 10, bon, 6,8, puis là, je rentre ça là-dedans, puis là, je trouve que l'idéal, bon, ça serait un moteur de tel type de moteur, pour que 2880 impulsions, c'est pas pire, c'est gérable, et puis, donc, si je multiplie par 10, je dis, moi, dans ma boîte de contrôle, envoie 28 000 impulsions, il va monter de 10 mm. Et ici, ben, c'est le système une fois installé. Vous avez les deux images du bas, ben, montrent le système, justement, le moteur installé sur le support du viseur, avec la courroie entre les deux. Ça marche très bien. J'ai fait le test, là, c'est fantastique. J'étais dans la maison, je faisais le focus, puis tu voyais ça, là, les étoiles. C'est idéal. Ça tient solide, là. Et puis en haut, ben, vous voyez avec une caméra là, CCD, pour utilisation pour prendre des photos. Et les résultats, finalement, c'est tout ce que j'ai parce que ça a été pris cette semaine, là, un soir qui a fait un peu beau. Donc, puis une pause un petit peu trop courte, là. C'était juste pour des tests, là, comme... moi, je suis dans les mêmes conditions que Richard, là, c'est-à-dire pas loin, à côté d'ici, à Sainte-Thérèse, là, dans la grosse zone blanche, là. Donc, j'ai réussi quand même à sortir ça avec une dépose minimale. Puis c'était surtout pour voir si ça marcherait pour la qualité de l'image. Bon, il y a un petit défaut que je vais corriger. Là, il y a les Losmandy originales, il y a un petit défaut dans la vis sans fin. Donc, j'en fais venir une meilleure ils appellent ça haute précision. Ça devrait me donner des qualités là, en dedans de 3-4 secondes d'arc là, de variation, puis peut-être encore moins en faisant de l'autoguidage. Donc, je pense que je vais être à peu près comme une paramount. Là. Moi, j'appelle ça Sky Piquitisé. C'est parce que mes circuits de contrôle de moteur, je leur ai donné un nom comme ça. Là. Sky Pic. Bon, kit, pour les kits, faire des kits. Comme je disais au début, là, c'est la partie du contrôleur lui-même. Bon, je vais vous parler un peu de la partie mécanique. La partie du contrôleur, ben, c'est des pièces qu'on peut trouver dans des fournisseurs de pièces. On est chanceux ici au Canada, là, on n'a pas besoin de payer de faire venir des choses des États-Unis, puis avec les douanes, puis tout ça. Là. Puis le service est fantastique. Chez DJK, là, tu commandes quelque chose, là. J'ai été surpris moi-même. Là. Il était commande le mercredi matin. Et le lendemain, là, le petit camion FedEx arrivait, puis j'avais tout. Fait que s'il y a quelque chose qui ne marche pas
pas difficile. Mettons, j'ai oublié une pièce. Ou bien il y en a une qui est brûlée. Puis là, toute mon affaire ne marche pas. C'est pas comme envoyer un MI d'RCX en Californie, puis attendre 3 mois, puis payer 1000 $. Hein? Vous commandez la pièce qui manque, là, puis vous l'avez, puis ça marche. Ça, c'est l'avantage de bricoler. Maintenant, pour le système, l'idée, c'était que est-ce que je vais utiliser le Arduino pour tout contrôler? C'est sûr que c'est quelque chose pour des amateurs ou des débutants. Ce n'est pas un circuit qui coûte cher, mais il n'est pas capable de tout faire. Parce que, regardez ce qu'il devrait faire, ce circuit-là, pour être capable de contrôler un télescope. Il faudrait d'abord qu'il y a son port USB dessus, il y a un connecteur USB, puis il y a un paquet de broches là, qui se connectent après d'autres choses. On peut contrôler toutes sortes d'appareils qui envoient des signaux, mettons, soit on peut se connecter même avec un Bluetooth. On peut faire toutes sortes de choses avec les connecteurs qui sont autour, c'est la petite plaquette. Mais là, il faudrait que le même circuit essaie de décoder et exécuter les commandes qui viennent de l'ordinateur. Disons que, mettons que ton ordinateur, tu as ton logiciel de planétarium, là, comme Chelix, par exemple, ou en tout cas comme d'autres, là, moins connus. Et puis, il utilise ASCOM, puis là, ASCOM envoie des commandes au télescope. Puis là, il faut que le circuit qui est dedans, là, le petit Arduino, il faudrait d'abord qu'il décode les commandes qui viennent d'ASCOM, puis qu'il transforme ça, puis qu'il envoie ça aux autres circuits qui contrôlent le moteur. Ou dans ce cas-là, qu'il essaye, avec les commandes d'ASCOM, de contrôler le moteur lui-même. Mais contrôler des moteurs DC avec rétroaction, là, par encodeur, c'est pas facile. Il faudrait qu'il compte les pas de l'encodeur tout le temps, puis ça peut aller très vite, parce qu'il y a des encodeurs là, qui sont 2000 impulsions par tour. Donc, il faudrait qu'il agisse vite. Il faudrait qu'il contrôle ensuite la vitesse du moteur en ajustant la tension sur le moteur, le voltage au moteur, en fonction, mettons, où est-ce qu'on veut que le moteur aille, puis où est-ce qu'il est rendu. Donc, il faut faire une correction de la vitesse. Il faudrait aussi qu'il contrôle les rampes d'accélération des moteurs, parce que dans les circuits que j'ai faits, les rampes d'accélération se font automatiquement. Mettons, tu fais un go-to, là, ça part pas raide, puis ça n'arrête pas raide. Ça accélère jusqu'à une vitesse maximum, puis là, ça va à sa vitesse maximum. Puis avant d'arriver, ça calcule automatiquement, qu'il dit, là, il faut que je commence à ralentir. Puis là, il ralentit, puis il arrive au bout. Puis là, c'est paramétrisable aussi. L'accélération, on peut l'ajuster. Bon, puis il faut placer le télescope dans le système de référence sidéral. Ça, c'est pas évident. Parce que quand tu fais un go-to en ascension droite, là, pendant que ton télescope se déplace, le ciel il a tourné. Donc, il faut que, puis c'est pas toujours le même temps, là, ça dépend à quelle vitesse que tu as décidé de la mettre, puis tout ça. Donc, il faudrait qu'il y ait un compteur sidéral en même temps qui s'ajuste dans le programme qui est dans le chip du Arduino. Bon, il faudrait qu'il contrôle, mettons, tu as un chauffage anti-buée, là, comme j'avais mis sur mon SCX 400, il faudrait qu'il contrôle le chauffage, puis les ventilateurs du tube, qu'il reçoit les commandes de la caméra. Ah aussi, ça c'est une autre affaire. Tu veux faire de la photo astronomique là, de longue pause, ça te prend un autoguideur. Donc, il faudrait que ce petit circuit-là, en même temps que tout ça, il fasse en plus l'autoguidage. Donc, il reçoit les commandes qui viennent de la caméra d'autoguidage, puis que de là, à partir de là, ils disent, OK, là, accélère un petit peu ton tracking ou ralentis-le pour conserver toujours l'étoile au même point, là, avec, mettons, PhD guiding. Bon, puis qui vérifie s'il y a des commutateurs limites, c'est-à-dire des limites switch là, pour éviter que le télescope cogne une place. Il faudrait qu'il vérifie ça, puis qu'il arrête les moteurs à ce moment-là. Puis encore d'autres choses, si vous voulez ajouter d'autres fonctions. Donc ça, on appelle ça un système centralisé, qui essaye de tout faire. Le choix qu'on a fait, c'est d'utiliser un système distribué. Là, ça règle tous les problèmes. C'est-à-dire que le Arduino, on le garde, mais lui, ce qu'il va faire, là, c'est bien simple. Il va tout simplement s'occuper, il y a son petit port USB dessus, de recevoir les commandes qui viennent de l'ordinateur, du programme de contrôle, Maxime DN, n'importe quoi, là, et par ASCOM. Puis, à partir de là, il envoie des commandes à d'autres contrôleurs. Autrement dit, au lieu d'avoir un seul contrôleur qui essaye de tout faire, on a plusieurs contrôleurs qui font chacun un job bien spécifique, puis de façon autonome. Puis,
tous ces contrôleurs-là sont reliés par un réseau I2C. Le réseau I2C, c'est pour ceux qui ont des caméras S-Big, des roues à filtre S-Big, là, c'est justement entre les deux, c'est un réseau I2C. Là. Il y a un connecteur entre la caméra et le roue à filtre. Là. Bon, c'est un réseau sur 2 fils seulement. Par exemple, dans ce cas-là, vous pourriez avoir, mettons, l'exemple que je donne là, il y aurait 8 contrôleurs, aussi bons les uns que les autres. C'est-à-dire que les autres contrôleurs sont aussi forts que l'Arduino. OK? Vous auriez un contrôleur pour le moteur d'ascension droite, un autre contrôleur, un moteur de déclinaison. Si c'est 2 moteurs pareils, les 2 contrôleurs sont pareils. Un contrôleur pour le porte-oculaire, si c'est un stepper, il peut être différent. Si c'est comme les autres, il est pareil. Un contrôleur vous pourriez même ajouter la rotation du dôme avec le même système de contrôle à partir du même contrôle. Un contrôleur de chauffage anti-buée. Là, ce ne serait pas un contrôleur qui contrôlerait des moteurs. Ça se pourrait même être dans le contrôleur de chauffage anti-buée. Il pourrait même avoir un deuxième Arduino dedans avec quelques transistors autour là, pour allumer puis éteindre le chauffage, puis tout ça. Puis, sur les Arduino, il y a des entrées analogiques, c'est-à-dire on pourrait aller lire la température. Si la température est plus élevée, vous avez des circuits capteurs de température qui envoient un voltage plus haut quand la température est plus élevée. Donc, on pourrait se faire un contrôleur d'anti-buée contrôlé par dans la même boîte, par le même système. Un dérotateur de champ si vous avez une monture azimutale. Puis, les contrôleurs de plusieurs moteurs de collimation, comme j'avais sur mon RCX 400. Il y avait 3 moteurs. Puis ça marchait bien. Je contrôlais ça depuis 2010 jusqu'à 2016. Ça a toujours bien fonctionné. Donc, c'est le principe pour être capable de contrôler un télescope. Comme il y a plusieurs fonctions, si on veut que ça marche, bien, c'est intéressant d'utiliser ce qu'on appelle un système distribué. Bon, là, je vais lire rapidement ce que ça fait. Bon, les avantages d'un système distribué, ça libère le contrôleur maître, là, ça serait l'Arduino, des nombreuses tâches et permet d'en utiliser un plus simple et moins cher, un Arduino à 26 $ canadiens, mettons. Simplifie la programmation du contrôleur maître, dont la tâche devient surtout de recevoir et d'envoyer des commandes, comme je l'ai dit. Simplifie la conception du système. On peut avoir plusieurs contrôleurs identiques si le télescope utilise plusieurs moteurs semblables. Par exemple, le mien, là, j'ai 3 moteurs DC avec encodeur. Bien, c'est 3 contrôleurs pareils. Tu n'as pas besoin de développer des nouveaux contrôleurs, tu en utilises 3 pareils. Ça simplifie le débogage. On peut réparer, reprogrammer, modifier ou remplacer seulement le contrôleur qui ne semble pas fonctionner, selon les désirs de l'utilisateur. C'est-à-dire que tu pourrais même, si tu décides de remplacer un moteur pas à pas plus tard par un moteur DC, ben, tu n'as juste pas besoin de changer tout le système. Tu as juste besoin de changer le contrôleur. Vu de l'extérieur, ça n'aura même pas d'effet. Ça permet un système plus souple et extensible. On peut ajouter plus tard de nouveaux contrôleurs sur le réseau, bien, je viens de le dire. Bon, on peut placer certains contrôleurs proches de leurs éléments à contrôler si requis. Parce que le boss I2C, c'est quand même un boss qui permet de placer différents éléments jusqu'à quelques mètres de distance. Supposons que votre moteur vous avez un télescope avec un long tube, un genre d'Obson, puis là, il y a un porte-oculaire qui est en haut, là. Vous pouvez mettre son contrôleur à côté du moteur, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse distance, là, des fois, entre l'encodeur et le contrôleur. Il y a une longueur maximum, mettons une coupe de pied. Si c'est trop loin, bien, vous pouvez mettre le contrôleur plus loin, puis il suffit juste à allonger les fils du boss, du réseau I2C. Ici, bien, vous avez une idée à peu près ce que ça donne. Dans la partie, le circuit, là. Ben, regardez bien ça. Là-dedans, là, vous avez 4 contrôleurs. Là, c'est ce que j'ai sur ma Losmandy. OK? Vous avez le Arduino, vous avez 2 contrôleurs, un moteur d'ascension droite, un pour le moteur de déclinaison, puis un pour le moteur de focus. Bon. Ici, dans l'exemple, j'ai mis pour le moteur de focus un moteur pas à pas. Moi, j'ai un moteur DC aussi. C'est juste pour montrer qu'est-ce qui arrive si c'est différent.
on peut mettre des moteurs différents. Bon, regardez l'Arduino, là, regardez ce qui est connecté sur l'Arduino maintenant. Tout ce qu'il y a sur l'Arduino ici, là, c'est son entrée USB qui vient de l'ordinateur. Et puis, 2 fils qui s'en vont sur le réseau I2C. C'est tout. Tout le reste de la job est fait par les autres contrôleurs. Par exemple, les contrôleurs de moteur, là, ils s'occupent, c'est eux autres qui s'occupent d'envoyer le bon voltage au moteur pour le faire tourner à bonne vitesse selon l'endroit où on veut l'amener, puisque ce que l'encodeur nous retourne en feedback. Il doit faire tout ça. Donc, c'est assez quand même complexe parce que l'encodeur, il peut envoyer à vitesse très rapide. Donc, c'est tout fait ça là-dedans, puis c'est en firmware, là, c'est en électronique. Donc, ça peut se faire de façon très rapide. Puis entre les deux, bien, il y a ce que je veux dire aussi, c'est que la caméra qui envoie son signal ST4 sur l'entrée d'autoguidage, elle ne s'en va même pas sur le contrôleur Arduino. Tu n'as même pas besoin de programmer, de dire, ben, hey, si je reçois des impulsions d'autoguidage de la caméra, je n'ai même pas besoin de programmer ça. Ça s'en va direct sur les contrôleurs de moteur. Donc, l'intelligence des contrôleurs de moteur est capable de faire les corrections directement. Évidemment, il y a 4 fils, là, hein, ARA+, ARA-, DE+, DE-. Bon, pour l'ascension droite, il y a ARA+, puis ARA-, puis pour la déclinaison, il y en a 2, DE+, puis DE-. Et ici, ben, c'est juste pour dire que si le Arduino, on lui donne moins d'ouvrage, peut-être qu'on peut y en mettre un petit peu, tu sais. Plus, par exemple, on pourrait ajouter une manette simple, là, ajouter sur des broches supplémentaires. Je ne sais pas si vous voyez les broches, là, c'est petit ici de chaque côté du Arduino. Bon, c'est des pins là, qu'on peut connecter pour des contrôleurs qui viennent de l'extérieur. Donc, on peut, par exemple, ajouter sur 2 broches un module Bluetooth, puis on pourrait contrôler notre Arduino à partir d'une tablette. J'ai commencé à faire un programme, là, c'est dans mon projet pour cet hiver, pour contrôler le télescope à distance avec un mini Chelix, autrement dit, qui enverrait les bonnes corrections, ben, les commandes, comme ASCOM, là, pour contrôler le télescope sans fil. Oups, j'ai passé tout vite. Bon, ici, c'est juste des exemples là, de commandes sur le port USB que l'ordinateur doit envoyer. C'est comme un protocole. Tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui ont... Il y a le protocole, tu sais, il y a le protocole MID, là, LX200. Il y a des protocoles de chaînes de commandes qu'il faut envoyer pour faire bouger des télescopes. Il y a le protocole Celestron. Bon, ici, ben, ça, c'est le protocole Sky-Picket, là. Par exemple, prenez le premier exemple en haut. Si vous envoyez 2.1 et, bon, en tout cas, ampersand, G moins, bon, 4, 8, 1, 9, 5, 3, bon, tic-tac-toe, là. Bon, ça commande au contrôleur d'ascension droite, dont l'adresse est 1, de faire un go-to pour aller à la position moins, 4, 8, 1, 9, 5, 3, pas, ou micro pas, ça dépend du type de moteur, là. L'autre, c'est 3, bon, avec D plus 2880. Ça, l'adresse 3, mettons que c'est l'adresse du porte-oculaire, mais ça commande au porte-oculaire de déplacer le porte-oculaire de 1 mm vers l'extérieur du tube si un déplacement de 1 mm nécessite 2880 pas. Donc, il faut évidemment calculer avec l'application que je vous ai montrée tantôt, là, le Sky-Picket Motor Tester Tuner, combien de pas que ça prend pour faire 1 mm, mais après ça, tu peux y envoyer le nombre de pas. Tu sais que ton porte-oculaire, il va monter ou descendre d'1 mm si tu y envoies. Si tu y envoies plus, il va monter. Si tu mets moins 2880, il va descendre d'1 mm à l'intérieur du tube. Puis l'autre, ben, mettons, je donne un exemple, ce n'est pas fait encore, mais à l'adresse 4, supposons que c'est un contrôleur de température. Bien, si tu envoies l'adresse C2500, si tu envoies la commande C2500, mais ça il dit, essaye de conserver la température de la lampe correctrice ou de la lentille 2 degrés et demi au-dessus de la température ambiante. En réalité, c'est 1000 fois la valeur parce qu'on ne peut pas mettre que ce soit des entiers qu'on envoie. Et donc, on envoie ça dans le cas des valeurs qui ont des
des valeurs décimales, là, on les multiplie par 1000. Sur demande, les contrôleurs retournent leur état. C'est-à-dire, les différents contrôleurs, ils peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont rendus. Hein, prenez un contrôleur de moteur. On veut savoir, pendant qu'il est en train de faire un go-to, pour que sur notre télescope, là, mettons la carte du ciel d'un logiciel de planétarium, il y a une petite mire qui se déplace à mesure que le télescope se déplace. Bon, bien à ce moment-là, le contrôleur, mettons, avec une fréquence, la fréquence que j'ai, là, avec un USB, c'est 12 fois par seconde, il envoie son état, son status. C'est-à-dire que le premier chiffre qu'il envoie, c'est une chaîne de caractères. Le premier qu'il envoie, c'est son adresse. C'est important qu'il envoie son adresse parce qu'on veut savoir, sur le réseau, là, mettons qu'il y a 10 contrôleurs différents, on veut savoir lequel qui nous parle, là, lequel qui nous envoie ce qu'il fait. Donc, si le premier, c'est 1, bien, on sait, c'est le contrôleur d'ascension droite. L'autre, c'est le type de contrôleur. Ça nous donne des renseignements. Le T, qui est le troisième, ça nous dit l'état actuel de ce contrôleur-là. C'est comme c'est un T pour un contrôleur de moteur, bien, ça dit qu'il est en train de faire du tracking. Bon, les autres valeurs, bien, c'est la valeur du compteur sidéral, puis ce qui suit, c'est la position du moteur. Ici, c'est un exemple d'un petit c'est un contrôleur que j'ai développé. Ce qu'il y a là-dessus, bon, premièrement, il y a ici une puce qui est un genre de micro-ordinateur, là, microcontrôleur, qui fait tout en électronique. Là, il est déjà tout programmé pour ça. Là. Il y a comme un firmware dedans. Et il peut être même reprogrammé si jamais on fait des mises à jour. Et vous avez à côté ici un driver de moteur, c'est-à-dire c'est comme un amplificateur, là, parce que les broches ici, ça peut fournir juste 3 mA. Donc, ça prend que, autrement dit, le petit contrôleur qui est ici, il envoie des commandes au driver de moteur, puis le moteur, bien, il envoie jusqu'à 12 volts, là, jusqu'à 2 ampères pour faire fonctionner le moteur. Puis ici, ce que vous avez, le petit circuit qui est ici, bien, c'est un booster de réseau I2C pour être capable d'envoyer des signaux à grande vitesse et puis à une distance assez éloignée. Et vous avez ici les deux connecteurs, les deux fils qu'on connecte sur le moteur d'ascension droite. Puis ici, bien, vous avez ce qui revient là, de l'encodeur de position sur un autre connecteur. Bon, ici, bien, c'est la même chose de façon diagramme. Tout ce que je veux dire, par exemple, ici, c'est que dans le circuit, ici, l'encodeur, le compteur, là, c'est un compteur à 32 bits qui peut aller jusqu'à une valeur de, je pense, plus 2 milliards à moins 2 milliards. Autrement dit, vous pourriez faire tourner votre encodeur à grande vitesse pendant plusieurs nuits consécutives, puis vous ne rentrez pas au bout. C'est pas si pire. Ça fonctionne à 60 mégacycles. Et, bon, quand tu achètes ça, là, tout nu, là, ça coûte à peu près 5$. C'est pas si pire quand même. Programmer, bien là, tu le programmes et puis tu l'utilises. Pour programmer, par exemple, ça prend un petit peu d'équipement. Mais ça, s'il y en a qui en veulent, on va leur en programmer. Ensuite, bien, vous avez le driver de puissance. Donc, entre les deux, l'encodeur ici, ça donne la position du moteur. Là, bien, on sait ce que le moteur est rendu, on sait ce qu'il veut aller. Selon le trajet qu'il reste à parcourir, bien, il envoie ici la commande au moteur, c'est-à-dire un voltage qui détermine sa vitesse. Les moteurs DC, à 12 volts, par exemple, ils tournent à peu près 2 fois plus vite qu'à 6 volts. Bon. Maintenant, c'est pour régler le problème que je vous avais montré tantôt sur le circuit de pétrole avec les fils spaghetti, ça risque de faire des erreurs, vous trompez de fil, puis tout ça, puis ça risque de se déconnecter aussi. J'ai conçu des plaquettes qui se nomment un kit Pléiade, autrement dit, parce que chaque plaquette là, de circuit imprimé porte un nom d'étoile. Par exemple, le bleu ici, c'est un circuit Alcyone, en réalité qui sert à connecter le Arduino dessus. Puis l'autre côté, ici, il y a des régulateurs de voltage pour faire fonctionner. Il y a un autre ici en bas qui sert à connecter les deux, là, les moteurs d'ascension droite puis déclinaison, les deux contrôleurs dont on parlait tantôt. Maintenant, c'est bien beau ça, mais ça va prendre des fils pareils parce qu'il y a les connecteurs d'autoguidage pour la manette, les switches, puis tout ça. Où est-ce qu'ils sont? Bien, regardez bien ça. Voyons.
Oui, j'achève de toute façon. Vous voyez, ils sont là, ils sont sur l'autre côté de la plaquette bleue, collés là-dessus, donc il n'y a même pas besoin de fil. Vous avez même un contrôleur ici, un module Bluetooth avec son antenne. Et puis des petits LED rouges qui s'allument quand l'autoguideur envoie des signaux. Ici, c'est la boîte. Il suffit simplement dans la boîte de percer des trous aux bons endroits vis-à-vis ceux qui sont sur les plaquettes pour faire ressortir les connecteurs. Et puis le tout est enfermé dans une belle boîte. Et puis vous avez l'intérieur de la boîte, là, en haut et en bas, avec les différents. Il y en a un de plus qui a été ajouté, qui n'était pas prévu ici au centre. Pour ça qu'il y a quelques fils supplémentaires. C'est celui qui contrôle le moteur de porte-oculaire. Les schémas maintenant, oui, bon, c'est un projet open source finalement pour que quelqu'un qui voudrait l'améliorer ou utiliser ce qui existe déjà, ça va être faisable. Il va y avoir les schémas électroniques, ça va être tout fourni. Ceux de ce qui existe, s'il y en a qui connaissent l'électronique, qui voudraient les modifier, pourront le faire. Ceux qui ne connaissent pas l'électronique, pourront pas besoin d'utiliser ça, pourront prendre des circuits tels qu'ils sont. Aussi pour les montages, là, parce que je n'ai pas envie de souder des morceaux pour tout le monde, là, je vais fournir pour chaque circuit à monter un genre d'instruction, comme dans les anciens HeatKit, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça. On montait toutes sortes d'appareils, là, des choses, des systèmes de son. Bon, ça vous disait, souder telle pièce à telle position, puis ensuite, vous faites le test, vérifiez que le voltage est bon, mesurer la résistance, etc. Donc, tout ce que ça prend, finalement, ça va être un fer à souder, un petit multimètre, une bonne loupe, puis une brosse à dents pour enlever le surplus de soudure, toutes sortes d'affaires de même. Les logiciels, vont être aussi open source, c'est-à-dire que le logiciel Arduino, ça veut dire que pour ceux qui ne veulent pas faire de changement, ils pourront l'utiliser tel quel, c'est gratis. Et pour ceux qui veulent faire du changement, ils peuvent le changer et le modifier, puis s'ils veulent le montrer aux autres pour faire que les améliorations soient connues, c'est ça qu'on appelle des projets open source. Et il va y avoir aussi, comme je disais tantôt, là, dans le cas, mettons, du microcontrôleur, c'est assez complexe, il va y avoir un guide de l'utilisateur, manuel technique, avec la liste de toutes les commandes, les broches, comment ça se connecte, etc. Et l'application Skype Kit Motor Tuner, là, avant d'installer les moteurs, on peut calculer, mettons, quels sont les bons paramètres. Bon, il y a les gains, P proportionnel, intégral, l'accélération, les vitesses de communication. Ici, par exemple, c'est un exemple que vous avez en faisant partir, mettons, un step test, là, on dit au moteur, fais un petit step, fait que sa vitesse, ici, on a mis une accélération, vous voyez en vert, c'est la vitesse qui augmente, et puis avant d'arriver, la vitesse diminue, puis on voulait le faire aller à la position qui est indiquée ici, puis on voit que finalement, ça marche, quand il est rendu à la position, il ne bouge plus, la vitesse reste 0, et ça veut dire qu'il est rendu à sa position. C'est comme quand on fait un genre de go-to ou de pulse drive, n'importe quoi. Et finalement, dernière diapo aussi, c'est pour la suite, les projets pour cet hiver, c'est de faire un pilote ASCOM pour que ça puisse fonctionner avec des logiciels existants, parce que c'est quelque chose de nouveau, là, ce n'est pas compatible présentement avec ce qui existe. Donc, ça va être un pilote ASCOM qui va permettre de faire une application sans fil, Android, et aussi éventuellement de Skypeitiser d'autres modèles de montures. Éventuellement, même peut-être essayer avec des montures azimutales. Bon, on verra. Enfin, ça finit pas, là, ça continue. Et c'est fini. Merci. Oui, bonjour. J'aurais deux petites questions. La première, c'est de savoir tes contrôleurs de moteur. Est-ce que c'est toi-même qui les as conçus ou c'est des produits que tu achètes carrément? Les contrôleurs de moteur, je les ai conçus. C'est-à-dire, j'achète c'est des chips là, j'appelle ça des microcontrôleurs de la compagnie Microchip. Ils fabriquent, eux autres, toutes sortes des centaines de modèles de contrôleurs. Puis, dans certains contrôleurs, là, il y a comment tu appelles ça, il y a de l'électronique à l'intérieur du contrôleur. Là, c'est une pin à 28 broches. Là. Il y en a qui sont spécialisés pour les moteurs. Ils ont un décodeur d'encodeur de quadrature, pour les moteurs de télescope. C'est très utile pour ça. Donc, puis ils ont des compteurs. Donc, il s'agit de programmer ces contrôleurs-là pour que ça fasse les fonctions
dédiés à l'astronomie. Mais ces contrôleurs-là viennent avec un firmware qui permet de contrôler tel type d'arrangement Ben, ils viennent avec moteur. un programme là, de la compagnie Microchip qui est gratuit, que tu installes dans ton ordi, puis que tu programmes, et puis que tu rentres dans ton contrôleur. Et après ça, tu le testes. Tu sais. Il faut que tu aies une petite machine qui s'appelle un programmeur de microcontrôleur. Bon, c'est microcontrôleur. Ça coûte OK. Ouais. Ma deuxième question, c'est de savoir, vu que tu as des moteurs DC plutôt que des moteurs à impulsion, as-tu remarqué si tu consommais énormément plus d'énergie sur une batterie? J'ai fait des mesures, puis quand ça fonctionne là, à plein régime, ça fonctionne à peu près maximum 200 milliampères. Mais c'est continu plutôt que des impulsions. Bon, ça n'a pas tellement de... Il y a des condensateurs là-dedans, ça smooth ça, là, tu sais, disons, la moyenne, là, la valeur moyenne, là, c'est 180 milliampères. Mais tu n'as pas remarqué qu'une batterie pouvait se vider plus vite qu'avant? Là? Non, je pense pas, parce que 200 milliampères... Ah, puis quand c'est seulement en tracking, que tu ne fais pas de correction, là, que tu fais juste du guidage, ça prend quasiment rien, là. Non, c'est pas ça serait bon, de la batterie serait bon pour plusieurs nuits, je pense. Oui. Bonjour. Pourquoi tu as utilisé des microcontrôleurs de microchip plutôt que d'utiliser les espèces de shields qui se vendent pour les Arduino qui ont déjà des contrôleurs de moteur déjà faits? Oui, bon, OK. Il y a bien ça. Les shields, là, les shields, c'est des adapteurs qui s'adaptent sur les Arduino. D'accord? Ils appellent ça, les autres, des contrôleurs de moteur. Mais ce n'est pas des contrôleurs de moteur pour vrai. Le nom n'est pas correct, c'est des drivers de moteur de puissance. Il faut que tu leur calcules, avant d'envoyer ça, il faut que toi-même tu calcules les impulsions envoyées, il faut que tu envoies des pulses, et puis ton moteur, il va fonctionner, puis tu envoies la direction, les pulses, tout ça. Oui, c'est ça, mais ça, tu peux rajouter ça en programmation sur ton Arduino. Oui, mais comme je disais tantôt, là, regarde ce que l'Arduino a à faire, là, il ne sera pas capable de faire tout ça en même temps. Parce que c'est trop rapide, ton Arduino, puis même d'autres circuits, là, je pense pas. Ça existe, par exemple, qu'il y a des bricoleurs qui contrôlent des petits robots, des petites machines à 2 roues ou 4 roues, là, mais c'est des moteurs stepper, donc il n'y a pas de rétroaction. Ils envoient des impulsions avec ces circuits-là, ça fonctionne. Mais pour les télescopes, là, avec tout ce que tu as à calculer, tu sais, l'autoguidage, les impulsions de retour à rétroaction, c'est plus facile. Puis c'est pas énormément plus cher de le faire avec des circuits séparés. Merci.